Bonsoir à tous, je suis le storyteller et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur de rencontres en ligne. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-moi un commentaire. Quand vous serez prêts, installez-vous confortablement et musique, détendez-vous. Avant que le monde ne décide de se confiner et que ma vie amoureuse ne s'effondre. J'étais plutôt actif sur des applications comme Tinder et Bumble. Je passais mon temps à faire glisser vers la droite à la recherche de filles avec qui je pourrais avoir quelque chose de plus qu'une simple petite conversation. Cependant, un jour, alors que je m'ennuyais dans mon appartement, j'ai trouvé cette fille qui m'a tout simplement laissé sans voix. Elle s'appelait Lilith. Elle avait de magnifiques yeux, verts étincelants et portait presque toujours de jolies couettes sur ses photos. En plus, elle avait un fessier impressionnant qu'elle ne se privait pas d'exhiber. Elle avait également cette esthétique gothique qui m'attirait d'une manière étrange. Ce n'était pas le genre de fille que je présenterais à mes parents, mais clairement ce n'était pas ce que je recherchais lorsque je faisais glisser mon doigt. Alors bien sûr, j'ai glissé vers la droite et boum, nous avons eu un match immédiatement. Je crois même avoir lâché un « ce n'est pas possible » à haute voix en voyant la notification. Pour être honnête, je pensais que c'était un bot ou quelque chose du genre, mais non. Il s'est avéré qu'elle était très réelle. Au début, discuter avec elle était un véritable plaisir. Mais les choses ont commencé à devenir étranges lorsque nous nous sommes finalement rencontrés en personne. Lilith travaillait dans un café à Gary et elle m'a demandé si je pouvais venir la chercher, après son service pour aller dans un endroit spécial. Évidemment, j'ai accepté, pensant que nous irions dans un restaurant, un parc, une jetée ou quelque chose de ce style, mais non. Cet endroit spécial s'est révélé être le musée de la mort sur Hollywood Boulevard. Je sais que cela sonne bizarre, et oui, c'était bizarre, mais avec elle, on pouvait pratiquement tout faire. Alors je l'ai emmenée sans réfléchir 2 fois. Le quartier autour du musée avait une ambiance quelque peu louche, mais franchement, c'était le moindre de mes soucis comparé à ce qui m'attendait à l'intérieur. L'intérieur du musée était sombre et lugubre, comme un vieux sous-sol ou quelque chose dans ce genre. Au début, les expositions étaient intéressantes, mais honnêtement, je ne pouvais pas arrêter de regarder Lilith et, chaque fois que je détournais le regard, je me surprenais à avoir des pensées folles à son sujet. Le musée n'était pas un endroit extrêmement effrayant, mais Lilith a commencé à me dire des choses troublantes qui m'ont glacé le sang. Elle parlait de la mort avec presque de la fascination. Les expositions étaient exactement ce que l'on pouvait attendre d'un musée portant ce nom. Des masques mortuaires, des corps préservés dans du formol et toute une série de choses perturbantes. Mais là, elle était toute excitée à l'idée de voir ces choses, comme si elle parlait de mignons petits chiots. Je me souviens comment elle m'a décrit l'un des corps exposés. Une femme, soi-disant de l'époque, victorienne qui aurait été sacrifiée lors d'un rituel religieux. Lilith a été extrêmement graphique, en décrivant les horreurs que cette femme avait subies aux mains d'une secte avant qu'on ne lui ouvre les veines, qu'on ne la vide complètement de son sang, et que les membres ne boivent son sang pendant qu'elle mourait lentement. Mes entrailles se sont retournées en entendant tout cela, mais elle racontait l'histoire avec un sourire aux lèvres et des yeux brillants d'excitation. Puis, soudainement, elle m'a lancé une question terrifiante. « Comment aimerais-tu mourir ?» Comme si elle me demandait quelle était la météo. Je suis resté muet, clignant plusieurs fois des yeux, pendant que mon cerveau essayait de traiter ses paroles. Je lui ai alors répondu que je préférerais ne pas mourir du tout, parce que, eh bien, qui en son bon sens souhaite mourir? Mais elle a insisté, affirmant que tout le monde avait une manière préférée de quitter ce monde, et que la mort devait être perçue comme un fait naturel de la vie. Ce n'est pas qu'elle avait tort, mais toute cette conversation autour de la mort devenait vraiment sinistre. Cependant, je ne voulais pas casser l'ambiance. Alors, je lui ai donné une réponse triviale, disant que je préférerais la manière la moins douloureuse possible. « C'est ennuyeux », fut sa réponse. Elle a alors commencé à parler de son envie de mourir d'hypothermie,
car soi-disant cela procure une sensation de chaleur et de somnolence juste avant de mourir. Ensuite, elle a continué en racontant comment certaines personnes se déshabillent avant de mourir d'hypothermie et restent allongées dans la neige. Hallucinant. Honnêtement, je ne savais pas comment réagir, et si cela ne suffisait pas, elle s'est mise à philosopher sur ce que signifierait ôter la vie à quelqu'un. Elle disait que la sensation de pouvoir à ce moment-là surpassait tout type de plaisir que l'on pourrait connaître avec quelqu'un, que c'était un extase encore meilleur que le sexe, et que c'était quelque chose qu'elle aimerait expérimenter un jour. J'étais stupéfait, mais alors que je pensais que cette conversation ne pouvait pas devenir plus glauque, Lilith a commencé à me parler de l'excitation qu'elle ressentirait à me voir, couler au fond d'une piscine, entourée de gens complètement nus, luttant désespérément pour atteindre la surface. J'en ai littéralement perdu mon souffle. À ce moment-là, j'étais sûr de deux choses. Premièrement, que je n'irais jamais à la piscine avec elle. Peu importe à quel point j'avais envie de voir ce magnifique fessier en bikini. Et deuxièmement, que cette fille n'était clairement pas bien dans sa tête. Soudain, elle a commencé à me parler des anciens vikings qui écorchaient les gens pour fabriquer des ailes avec leur peau, et elle a décrit cela comme étant magnifique, comme une véritable œuvre d'art. Bien sûr, cette conversation ne m'a pas mise plus à l'aise. Mais apparemment, avec Lilith, il n'y avait pas de limite en matière de choses perturbantes. Lorsqu'elle termina ce monologue sombre et terrifiant, elle se mit à m'appeler « animal de compagnie » et à dire des choses comme « elle adorerait m'avoir enchaîné à son lit et me promener avec une corde autour du cou ». D'accord, j'ai fait des choses folles dans ma vie et avec une autre fille. Cela aurait pu sembler audacieux et excitant, mais après ce que je venais d'entendre, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu anxieux et troublé. Mais le comble du comble fut que, lorsque ce rendez-vous étrange se termina enfin, et que je m'apprêtais à la raccompagner chez elle, elle me demanda de m'arrêter quelques rues avant et me dit la chose suivante. « Je m'arrête ici, désolé, mais je ne veux pas que tu saches où j'habite. Ce n'est rien de personnel, mais aujourd'hui, il faut être extrêmement prudente. Avec tous les psychopathes qu'il y a sur les applications de rencontres, on ne sait jamais. » Je suis resté bouche bée. Oui, la demoiselle m'a dit cela après avoir passé environ 1 heure à parler de toutes les manières dont elle aimerait mourir ou comment elle voudrait me voir mourir. Comme on dit, cela ressemble à une blague, mais c'est une anecdote. Évidemment, dès que je suis rentré chez moi, j'ai bloqué son numéro et son profil Tinder. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais eu aussi peur de quelqu'un, et encore moins d'une fille avec laquelle je voulais juste avoir une aventure. Il y a quelque temps, par pure curiosité, j'ai décidé d'essayer Facebook Dating. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je me suis dit que cela pourrait être amusant de voir. C'est ainsi que je suis tombé sur le profil d'un type nommé James, qui avait environ 3 ans de plus que moi. Sa photo était assez normale, mais il avait laissé un commentaire sous une de mes photos disant que j'avais un sourire charmant. Cela m'a flatté, alors j'ai commencé à discuter avec lui et nous avons fini par échanger nos numéros. Au début, tout semblait bien se passer. Discuter via WhatsApp était fluide et James avait beaucoup de points communs avec moi. Nous parlions de beaucoup de choses, mais surtout de moi, car il semblait très intéressé par ma personnalité, ce que j'adorais, étant donné que la plupart des hommes aujourd'hui sont assez narcissiques. Je lui ai donc parlé de ma passion pour la pâtisserie et de mon obsession pour les châteaux de rêve et les villages dignes des contes de fées. Il m'a dit qu'il aimait aussi cuisiner et qu'il trouvait merveilleux que je sois une femme aussi traditionnelle. Tout cela m'a donné une bonne impression de lui, et j'ai pensé qu'il y avait peut-être une connexion intéressante. Nous avons donc finalement décidé de nous rencontrer en personne. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café et, au début, James semblait être un garçon normal, peut-être un peu timide et réservé. On voyait qu'il était nerveux, mais j'ai supposé que c'était normal pour un premier rendez-vous. Alors j'ai pensé que cela valait la peine de lui donner une autre chance, car je sentais qu'il y avait des choses à découvrir en lui. Pour notre deuxième rendez-vous, il est venu me chercher en voiture et nous sommes allés dans sa région, qui était remplie de magnifiques villages.
Tout était charmant, y compris le restaurant que nous avions choisi pour dîner. Après cela, je l'ai accompagné chez lui pour regarder un film. C'est là qu'il m'a surprise avec des chocolats et quelques livres de pâtisserie, ce qui m'a vraiment fait penser qu'il prêtait attention à mes intérêts. Avec le temps, j'ai décidé qu'il était temps de parler de James à mes parents. Nous nous voyions de plus en plus souvent et je pensais que c'était la bonne chose à faire. Cependant, je me souviens que le premier film que nous avons regardé était un film d'horreur. James savait que je n'étais pas fan de ce genre, mais il l'a choisi quand même. J'ai essayé d'en profiter et de ne pas accorder trop d'importance à cette affaire. Mais la vérité est que je me suis senti mal à l'aise la plupart du temps. La situation est devenue plus sérieuse lorsque son anniversaire approchait. Ce soir-là, il m'a emmené faire une promenade sur la côte et nous avons dîné dans un très beau restaurant. Il était déjà tard, aux alentours de 9h30 du soir, lorsque nous avons commencé à rentrer à la maison. Pendant que nous roulions sur l'autoroute, James est soudainement devenu sérieux et m'a dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait me révéler, mais qu'il ne voulait pas que cela altère l'opinion que j'avais de lui. À ce moment-là, j'ai senti un petit nœud se former dans mon estomac. Je jure que j'ai pensé à 1000 choses, mais jamais je n'aurais imaginé ce qu'il était sur le point de me révéler. D'une voix tremblante, James m'a dit qu'il avait été arrêté pour possession de pornographie juvénile. Il m'a dit qu'il avait partagé des images de filles mineures et que même si au début, elles n'étaient que des jeunes femmes, au fil du temps, elles ont commencé à devenir de plus en plus jeunes, 13, 14 et 15 ans. Il m'a dit que cela s'était produit quand il avait 24 ans, mais il m'a assuré que c'était juste un fétichisme et qu'il ne faisait rien de mal. Le problème, c'est qu'il l'a fait depuis un ordinateur de l'université, puis il a essayé de se justifier en disant qu'il avait été victime d'extorsion. Mais ces mots résonnaient dans mon esprit comme un cauchemar. Je me suis senti malade et immédiatement, l'inconfort s'est emparé de moi. J'avais un nœud à l'estomac et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai essayé d'agir normalement et espérant qu'il me ramènerait chez moi sans autre incident. Mais je me sentais piégé et complètement vulnérable, avec mon esprit qui tournait à 1000 à l'heure, me demandant ce qui se passerait s'il décidait de me faire du mal. Pendant ce temps, il a commencé à parler de manière obsessionnelle de son ex-petite amie, et il était évident qu'il avait encore beaucoup de problèmes. Non résolus, il s'est mis à dénigrer son ex en disant qu'elle n'avait jamais apprécié tout l'amour qu'il lui avait donné, et à quel point il l'avait bien traitée. James l'a traitée de sorcière et de traînée. Et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce n'était pas le même garçon doux et courtois que j'avais connu. Je me sentais complètement étourdi et je ne faisais que prier pour que nous arrivions bientôt à ma maison. J'en suis même venu à craindre qu'il ne me fasse du mal d'une manière ou d'une autre. Je me sentais extrêmement vulnérable. Lorsque je suis finalement arrivé chez moi, il était presque 11h45. En voyant mon visage paniqué, ma mère a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas pu me retenir, alors je lui ai tout raconté. Le lendemain, je suis tombé sur un article en ligne qui confirmait ce que James m'avait raconté. Il s'avérait être un délinquant sexuel condamné qui avait passé 16 mois en prison pour avoir téléchargé de la pornographie infantile, y compris des accusations horribles, liées à la bestialité et au sadisme des images retrouvées sur son ordinateur. Quand j'ai fini de lire, j'étais sous le choc, complètement horrifié et écœuré. Quel genre de malade était James? Dans quoi m'étais-je embarqué? Je n'arrivais pas à croire que j'avais été aussi naïf de penser qu'il était une bonne personne. Et je me sentais tellement stupide d'avoir eu confiance en lui sans remarquer aucun signe d'alerte. Sans réfléchir davantage, je l'ai quitté par message texte et je l'ai bloqué partout. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne voulais plus jamais le revoir et qu'il ne devait plus essayer de me contacter, mais malheureusement, cela ne s'est pas arrêté là. James n'a pas abandonné et a commencé à m'envoyer des messages depuis un autre numéro sur WhatsApp. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je l'ai rejeté à chaque fois. C'était comme s'il ne pouvait pas accepter que tout soit terminé. Et son harcèlement me rendait folle.
J'ai raconté tout cela à ma mère et elle a décidé qu'elle voulait lui parler. Elle lui a donc envoyé un message disant que nous savions ce qu'il avait fait et elle lui a envoyé l'article concernant sa condamnation. À partir de là, il a commencé à sortir toute une série d'excuses absurdes. Il disait qu'il était devenu un monstre après avoir appris qu'il avait été adopté, qu'il avait perdu des emplois et qu'il s'était même fait du mal. Mais jamais je n'ai ressenti de la pitié pour lui. Je ne voyais qu'une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. Il n'y avait aucune raison qui puisse rendre ces actes acceptables. Alors, je lui ai dit une fois de plus que je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. Cependant, dans son délire, James pensait que mes parents essayaient de me contrôler et que tout serait différent s'il me laissait lui parler. Il est même allé jusqu'à me dire qu'il m'aimait et qu'il croyait que je ressentais la même chose, mais que mes parents tentaient de me monter contre lui. Cet homme était complètement déconnecté de la réalité. Alors je l'ai de nouveau bloqué, et j'ai sauvegardé tous les messages pour pouvoir les montrer aux autorités si jamais il continuait à me harceler. Une semaine plus tard, je pensais que je pourrais peut-être enfin tourner la page. James ne m'avait pas réécrit et je croyais qu'il avait finalement abandonné. Mais ensuite, j'ai reçu un étrange message vers 1h23 du matin depuis un numéro différent. L'expéditeur prétendait être sa mère. Il était évident que ce n'était pas elle, car les fautes d'orthographe et la grammaire étaient catastrophiques, exactement comme tous les messages que James m'envoyait. En fait, il essayait maintenant de me faire du chantage émotionnel, comme si son but était que je ressente de la pitié pour lui. Cette fois, je lui ai répondu aussi fermement que possible, lui disant que je ne voulais plus qu'il me contacte et que, s'il le faisait, j'appellerais la police et leur montrerais toutes les preuves de son harcèlement pour qu'il l'arrête de nouveau. Heureusement, après cet avertissement, il y a eu un silence. Je ne l'ai pas bloqué immédiatement, car je pensais que j'aurais peut-être besoin de plus de preuves pour la police concernant ses tentatives de me contacter. Une semaine plus tard, il m'a envoyé un autre message, cette fois pour s'excuser, et m'assurer qu'il ne chercherait plus à me recontacter. Puis, il m'a parlé de travail et du fait qu'il pensait encore à moi, mais qu'il avait compris que notre relation ne pouvait pas exister. Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est qu'il a mentionné le nom de l'endroit où je travaille. C'était un nouvel emploi que j'avais commencé depuis seulement quelques jours et, bien sûr, je ne lui en avais jamais parlé. À ce moment-là, j'ai eu très peur, imaginant qu'il pourrait essayer de se rapprocher de moi, que ce soit comme employé ou comme bénévole. J'avais une forte suspicion qu'il tenterait de se rapprocher de cette manière. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai agi rapidement et envoyé des captures d'écran à la police pour qu'ils puissent prendre des mesures. Ils m'ont affirmé qu'ils iraient le voir et lui demanderaient de cesser immédiatement. Cependant, je n'arrivais pas à me défaire de la sensation d'être envahi par sa présence. J'ai même vu qu'il avait une photo de nous sur son compte Facebook, avec une légende disant qu'il espérait que nous serions ensemble. Sérieusement, je n'arrivais pas à croire à quel point il était culotté. Évidemment, cela ne me mettait pas du tout à l'aise et je lui ai exigé de la supprimer. Je me sentais de plus en plus mal à l'idée qu'il continue d'aimer des publications liées à mon lieu de travail et je savais qu'il avait mon adresse. Ensuite, j'ai appris qu'un nouveau garçon nommé Philippe allait faire des remplacements dans mon café et j'ai commencé à craindre que ce soit James utilisant un faux nom. La paranoïa me gagnait chaque jour un peu plus. Heureusement, ce n'était pas lui. Et quelques jours plus tard, James a supprimé la photo de Facebook. Je ne sais pas si les policiers lui avaient finalement donné l'avertissement, mais depuis ce moment-là, à mon grand soulagement, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je n'ai jamais été très amateur des applications de rencontres. Tout cela me semblait toujours un peu bizarre et déconnecté. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques années m'a définitivement prouvé que ce n'était pas fait pour moi. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je venais de terminer une relation. Mais je n'en étais pas vraiment affecté. Au contraire, je me sentais libre et prêt à rencontrer de nouvelles personnes. C'est alors que mon ami John a décidé de m'aider et m'a convaincu de créer un compte sur Tinder.
Je me suis dit, pourquoi pas? Alors, après avoir configuré mon profil, j'ai commencé à parcourir les photos de quelques filles, très jolies, et au milieu de cette recherche, je suis tombé sur une beauté appelée Amy. Elle avait ses cheveux blonds dorés, des yeux bleus comme la mer et un corps spectaculaire. Mais même si elle était physiquement incroyable, il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Son regard semblait absent et son sourire paraissait faux comme en plastique, mais qui pourrait résister à une fille aussi belle? Va lui parler, mon ami, m'encourageait John. J'étais nerveux, mais finalement je lui ai envoyé un message et, à ma grande surprise, elle a répondu presque immédiatement. Nous avons donc commencé à discuter, et ce qui avait débuté comme un simple échange de messages est rapidement devenu des échanges de flirt et des conversations un peu plus osées. Après un certain temps, Amy a suggéré que nous nous rencontrions en personne. Là, c'est du sérieux, ai-je pensé, et j'ai dit à John que c'était une grande opportunité. Elle proposa que nous nous retrouvions dans un bar à la périphérie de la ville, contrairement à ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire un restaurant élégant, mais au final, j'étais content que ce soit ainsi. Faire quelques économies ne fait jamais de mal. Je suis donc arrivé au bar et, honnêtement, c'était un endroit étrange. Il n'y avait pratiquement que des routiers et des prostituées, ce que je trouvais plutôt bizarre. Quand je suis entré, tout le monde me regardait du coin de l'œil et, pour couronner le tout, je m'inquiétais qu'Amy soit en retard. J'ai essayé de tuer le temps en lui envoyant des messages, mais rien. Et alors que je pensais déjà partir de cet endroit horrible, elle est finalement apparue. Pardonne-moi pour le retard, il y avait beaucoup de trafic, dit-elle en s'asseyant. Son excuse m'a semblé étrange. La circulation dans la région n'était pas si mauvaise, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que même si elle avait toujours les mêmes cheveux blonds, son apparence était complètement différente de celle des photos. Cette fille était brune et semblait hispanique, alors qu'Amy, sur les photos, était clairement blanche. J'ai eu un très mauvais pressentiment immédiatement. Était-ce un cas de catfishing? Essayant de ne pas être impoli, je lui ai fait remarquer « Tu as l'air un peu différente de tes photos. »« Non, tu l'as remarqué ?» répondit-elle, avant de poursuivre en disant qu'elle ne se sentait pas très bien. « J'ai presque appelé pour annuler, mais je ne voulais pas te décevoir. » ajouta-t-elle. « Eh bien, j'espère que tu vas mieux maintenant, » lui ai-je dit gentiment. C'est alors qu'elle décida d'aller aux toilettes. J'en ai profité pour vérifier à nouveau son profil, et à mon grand effroi, j'ai confirmé qu'il y avait vraiment quelque chose de très étrange. Certaines photos montraient une Amy avec plus de 5 doigts sur une main, et d'autres, détails clairement trop bizarres pour être réels. Sans réfléchir, j'ai appelé Jonah. « Mec, ça ne va pas du tout. Je suis avec cette fille et elle ne ressemble en rien à ce que j'ai vu sur Tinder. Les photos sont très bizarres et je crois qu'on essaie de me piéger. » Il lui ai-je expliqué. « Envoie-moi les images, » demanda-t-il. Et lorsque je les lui ai envoyées, il m'a rapidement répondu. « Ce n'est pas du Photoshop, mec. Ces photos ne sont pas réelles. Elles sont générées par intelligence artificielle. »« Quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et lui ai-je demandé de plus en plus inquiet. « Tire-toi de là, mec. C'est un piège. Pars le plus vite possible. » Sans réfléchir davantage, j'ai ramassé mes affaires et me suis dirigé rapidement vers la sortie. Mais alors que j'étais en train de sortir, je l'ai entendu m'appeler. J'ai été tenté de me retourner, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que continuer à marcher en l'ignorant. Cependant, juste au moment où j'arrivais sur le parking pour rejoindre ma voiture, un coup violent m'a frappé par derrière. Je suis immédiatement tombé au sol, incapable de rester debout sous l'impact. En levant les yeux, j'ai vu un type gigantesque avec un tatouage de crâne sur le visage. Cet homme était chauve, portait un bandana rouge et son t-shirt blanc était taché de sang. « Bess, où étais-tu » grogna-t-il en voyant Amy arriver, avant qu'elle ne lui crie de lui payer quelque chose rapidement. Je suis resté paralysé en observant comment il comptait une grosse liasse de billets avant de la remettre à la femme qui s'enfuit ensuite en courant. Mon esprit était en plein chaos et la peur m'envahissait de plus en plus à chaque seconde. Mais avant que je puisse agir, l'homme se tourna vers moi et d'un geste rapide me planta une aiguille dans le cou.
Je ressentis une piqûre aiguë et soudain mon corps devint lourd et maladroit. Je ne pouvais même plus bouger un doigt. C'est une bonne journée, hein? Ton enlèvement va nous rapporter beaucoup d'argent, sourit-il, montrant un rictus des plus inquiétants, tout en me forçant à m'asseoir sur le siège avant de sa camionnette. L'adrénaline et la panique envahissaient mon corps, mais je ne pouvais rien faire. J'étais complètement paralysé, prisonnier de mon propre corps. L'homme démarra le véhicule et se dirigea rapidement vers la frontière. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, et la réalité de ce qui se passait m'écrasait. J'étais tombé dans un piège. Pendant qu'il conduisait, j'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Les minutes me semblaient des heures, alors que je me demandais si je sortirais un jour de cette situation ou si c'était la fin pour moi. Cependant, à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a redonné espoir. Un festival de lumière rouges et bleues qui a commencé à illuminer l'habitacle, et bientôt, j'ai entendu les sirènes se rapprocher de plus en plus. « Merde, d'où sort ce flic ?» murmura l'homme, visiblement frustré. Le policier s'approcha de notre fenêtre et remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, j'ai fait un effort surhumain et réussi à murmurer un mot entre mes lèvres, « à l'aide ». L'agent, en entendant ma voix, n'hésita pas. « Sortez immédiatement du véhicule !» cria-t-il d'un ton autoritaire en braquant son arme sur l'homme à côté de moi. Lorsque l'homme au bandana rouge entendit cela, il paniqua, appuya sur l'accélérateur et s'éloigna à toute vitesse sur la route. C'est alors que le chaos éclata et que la situation se transforma en une course-poursuite avec la police. Alors que l'homme roulait à toute allure sur l'autoroute pour tenter de semer les policiers, j'ai fait une manœuvre désespérée. Profitant d'un moment de distraction, j'ai ouvert la portière et me suis jeté hors du véhicule. Roulant brutalement sur le bitume, mon corps était brisé et mes os me faisaient mal. Mais au moins, j'étais vivant et libre de ce psychopathe. Tant bien que mal, je me suis traîné vers une zone plus sûre, pendant que les officiers poursuivaient l'homme, et peu après, j'ai entendu des sirènes s'approcher. Les policiers ont réussi à attraper le type, et pendant qu'ils le maîtrisaient, j'ai compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Cet individu, avec sa bande, utilisait des applications de rencontres pour attirer des hommes comme moi, innocents et ignorants de ce qui se tramait réellement. Le plan était simple, nous piéger puis exiger une rançon pour nos vies. Les officiers m'ont finalement emmené au poste de police pour faire un rapport, et pendant que je racontais mon expérience, j'étais encore étourdi par ce que cet homme m'avait injecté. Je me suis vite rendu compte qu'Amy, la fille avec qui j'avais discuté, n'avait jamais existé. Ce n'était qu'une façade créée pour appâter des hommes sans méfiance. Finalement, mon début sur Tinder s'est transformé en un souvenir terrifiant, et les détectives ont commencé à enquêter plus en profondeur sur l'affaire. Je n'ai jamais revu l'homme qui m'avait injecté la substance, et Amy n'a plus jamais été retrouvé, mais ils m'ont assuré qu'ils feraient tout pour la capturer. Au fond de moi, je savais qu'ils ne la retrouveraient peut-être jamais. Après cette expérience, j'ai supprimé mon compte Tinder et je ne me suis jamais retourné. Depuis, je préfère rencontrer des gens de manière plus conventionnelle et j'emmène toujours un ami avec moi, juste au cas où. Je ne fais jamais totalement confiance aux photos de personnes. As-tu déjà tenté ta chance sur une application de rencontre? Certains de mes amis ont eu beaucoup de chance. Certains ont même des relations sérieuses maintenant. Mais moi, mon expérience a été tout le contraire. J'ai eu quelques rendez-vous avec plusieurs garçons. Et bien que certains aient été acceptables, la plupart étaient si ennuyeux que j'aurais pu m'endormir à table. La vérité, c'est que mes rendez-vous ressemblaient souvent à un concours de silence gênant ou, dans le pire des cas, à des personnes incapables d'arrêter de parler d'elles-mêmes. Bref, il n'y a pas eu beaucoup de deuxièmes rendez-vous. Pourtant, tous ces mauvais rendez-vous sont une promenade de santé comparée à mon rendez-vous meurtrier. Je parle de la nuit où j'ai rencontré un psychopathe. Et tout cela a commencé sur une application appelée Happen. Normalement, j'utilisais plusieurs applications, mais Happen était ma préférée parce qu'elle te
connecte avec des personnes que tu as croisées dans la rue, et c'est ainsi que j'ai rencontré un garçon nommé Steve. Il était plutôt gentil et m'a dit que nous partagions la même passion pour le cinéma et les séries d'action. Tout a commencé de manière très fraîche et agréable, mais bien qu'il semblait être un bon type, j'ai été surprise par son insistance. Steve voulait que nous nous retrouvions chez lui ce soir-là même pour regarder un film ensemble. Normalement, j'aurais dit non, mais ce jour-là, un autre garçon m'avait annulé, pour changer. Et j'étais encore un peu contrarié à cause de cela. Alors, pour une raison stupide, j'ai accepté. Cependant, avant de partir, j'ai laissé ma localisation à ma famille. C'est toujours bon d'avoir un plan de secours, non? Alors, je suis finalement arrivé à son appartement en Uber, et je dois dire qu'au début, tout était génial. Steve était super aimable et semblait sincèrement heureux de me voir. Oui, il était un peu étrange, mais j'ai supposé qu'il était juste nerveux. Son appartement était petit, typique pour un jeune vivant seul, mais il semblait plutôt chaleureux. Je me souviens qu'il m'a dit de me sentir comme chez moi. Il m'a apporté quelques snacks et nous avons commencé à regarder le film dont nous avions parlé. Mais c'est là que l'horreur a vraiment commencé. 5 minutes à peine après le début du film, je me suis rendu compte que Steve me fixait. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que ses yeux étaient comme 2 projecteurs, braqués sur mon visage. Je me sentais mal à l'aise, évidemment. Alors je lui ai dit « Tu regardes le film ou seulement moi ?»« Oui, bien sûr que je regarde. » Mais répondit-il, mais son regard restait collé à mon visage. « Calme-toi, respire et détends-toi. » Me suis-je dit. J'ai dirigé mon regard de nouveau vers l'écran et essayé de me concentrer sur le film, mais c'était impossible. Finalement, l'heure et demie du film est passée, et Steve n'a jamais détourné les yeux de moi. Il n'a prêté aucune attention au film, seulement à moi. Quand le film s'est terminé, je lui ai dit que je devais partir, car ma mère n'allait pas bien et j'avais besoin de m'occuper d'elle. Au début, il a accepté, mais petit à petit, il est devenu plus insistant. « Non, reste encore un peu. C'était le meilleur rendez-vous que j'ai eu depuis longtemps, et je veux te revoir, » disait-il d'une voix presque douce. Mais cette douceur n'atteignait pas ses yeux. Ils étaient, comment dire, je ne sais pas. Ils semblaient simplement froids et vides, comme s'ils récitaient un texte. La façon dont il me regardait me donnait des frissons. Néanmoins, j'ai essayé de rester calme et j'ai feint un sourire. Je lui ai dit que oui, que nous pourrions nous revoir, mais seulement pour sortir manger. Au fond de moi, je savais que c'était peut-être une mauvaise décision, mais j'avais peur d'être impoli en le rejetant. Et qu'il ne me tue ou quelque chose du genre, on ne sait jamais. Quand j'ai enfin quitté son appartement, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi, ignorant ses messages constants où il insistait pour que je revienne, même si j'étais déjà parti. En arrivant chez moi, je me suis jeté sur mon lit, respirant profondément de soulagement et prêt à dormir. Mais avant, j'ai décidé de vérifier mon téléphone. Quand j'ai vu mon écran, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais plus de 20 messages et 10 appels manqués de Steve. Au début, ces messages étaient aimables, mais avec le temps, ils sont devenus de plus en plus bizarres, voire violents. Steve semblait furieux que je ne réponde pas. Et comme j'en avais vraiment assez de lui et de son comportement effrayant, j'ai décidé de le bloquer. Peu après, ma mère m'a réveillé en frappant à la porte de ma chambre. Il était près de minuit et elle allait se coucher, mais elle ne retrouvait pas son téléphone portable, alors elle m'a demandé de l'appeler pour voir où il se trouvait. Le téléphone a commencé à sonner et le son venait de notre Porsche. Je m'y suis rendu et, à ma grande surprise, j'ai trouvé le téléphone de ma mère caché dans un pot de fleurs. Quelle folle! Et je murmurais en pensant à comment ma mère avait pu mettre son téléphone là. Mais juste au moment où je l'ai saisi, le téléphone a commencé à sonner et la curiosité m'a poussé à regarder. En voyant l'écran, j'ai immédiatement reconnu le numéro. C'était celui de Steve. Le message disait qu'il valait mieux regarder la galerie de photos de ma mère. En l'ouvrant, mon cœur s'est arrêté. Les 2 premières photos montraient ma mère en train de cuisiner, mais les 3 suivantes étaient des photos de moi en train de dormir, prises de très près dans ma propre chambre sans que je ne m'en rende compte. J'ai failli laisser tomber le téléphone tant l'angoisse m'a saisi.
Il m'avait suivi jusque-là. Comment était-il entré chez moi? Qu'est-ce que c'était que ce cauchemar? Pensais-je. Mais à cet instant précis, un autre message est arrivé. Tu devrais rentrer. Il fait très froid. J'ai failli m'évanouir. Mon instinct me disait de rentrer au plus vite. Alors j'ai couru vers la maison et claqué la porte derrière moi. Ensuite, je suis monté dans la chambre de ma mère. Je l'ai verrouillée et j'ai commencé à scruter tous les coins, suspectant que Steve pourrait être caché quelque part. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Alors, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé et ensemble, nous avons appelé la police. Je les ai suppliés de venir aussi vite que possible. J'avais le sentiment que ce type n'était pas seulement en train de nous espionner depuis l'extérieur, mais qu'il pourrait être encore dans la maison. Lorsque la police est enfin arrivée, ils ont fouillé tout l'endroit, mais ils n'ont trouvé personne. Mon esprit était en désordre, et bien que j'essayais de rester calme, l'anxiété me rongeait. Je n'ai plus jamais revu Steve depuis cette nuit-là. Mais plus de 2 mois après ce rendez-vous horrible, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Le message disait « Tu n'aurais pas dû me bloquer ». À ce moment-là, la panique m'a envahi à nouveau, et il n'y avait pas un seul jour où je ne me sentais pas observé, comme s'il rôdait à chaque coin de rue, derrière une poubelle dans une ruelle, ou même sous mon lit. J'avais l'impression que sa présence était partout, et croyez-moi, c'est la chose la plus désespérante que j'ai jamais vécue. Mais le pire, c'est que les choses ne se sont pas améliorées quand je me suis tourné vers la police, car il semblait ne pas savoir comment m'aider. Après tout, je n'avais aucune preuve qu'il me harcelait réellement. Seulement ce message inconnu et cette sensation constante d'être surveillé. J'étais totalement terrifié, et la seule option qui me restait était de prier pour que Steve disparaisse de ma vie pour toujours. Depuis cette nuit, les applications de rencontres ne me paraissent plus du tout amusantes. Pour moi, elles sont un rappel constant que parfois, elles peuvent être la porte d'entrée vers un véritable enfer. Heureusement, quelques mois plus tard, ma mère et moi avons déménagé pour son travail, et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de Steve. Dieu merci. Musique. Cela m'est arrivé un jour, où je me suis retrouvé jumelé avec une fille punk sur Inch. Ne me demandez pas comment, mais toujours est-il que la conversation a fini par tourner autour des piercings. Elle en avait une multitude visible, cachée un peu partout. Et quand j'ai mentionné qu'à un moment donné, j'avais envisagé de me faire percer le nez, elle a commencé à me parler de combien elle adorait ça. Je lui ai avoué que j'avais repoussé l'idée, parce que j'avais peur que ça fasse mal, et que plus j'y pensais, plus je me décourageais, jusqu'à finalement perdre tout intérêt. Elle a ri et, sur un ton taquin, m'a traité de bébé et m'a suggéré que nous allions ensemble nous faire un piercing. J'ai plaisanté en disant qu'il valait probablement mieux attendre le 3e rendez-vous pour ça, ce qui l'a fait rire et nous a amenés à parler d'autres sujets. Le 1er rendez-vous est arrivé et jusque-là, tout se passait à merveille. Nous sommes allés dans un bar pour profiter de quelques bières et d'ailes de poulet épicées. Et la chimie entre nous était excellente. Soudain, elle m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi, ce qui m'a rendu tout excité. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être, mais j'ai pensé qu'elle m'apportait peut-être un cadeau ou quelque chose du genre. Elle me dit que je devais attendre pour découvrir la surprise, ce qui ne fit qu'augmenter mon anxiété. Mais jamais je n'aurais pu imaginer de quoi il s'agissait réellement. Comme je l'ai mentionné, cette fille avait un style punk, et ce jour-là, elle portait une veste en jean déchirée, avec plusieurs épingles de sûreté. Lorsque nous sommes enfin sortis du bar, elle en prit une et, avant que je puisse lui demander ce qu'elle faisait, elle se l'enfonça brutalement à travers les 2 narines. « Ça ne fait pas du tout mal », dit-elle alors que le sang commençait à couler de son nez. Je restai stupéfait. « Maintenant, tu n'as plus d'excuses », ajouta-t-elle, sans se soucier de mon incrédulité totale. C'était comme assister à une scène d'un film d'horreur. Je passais d'un « ha ha ha, non merci » à essayer de m'éloigner physiquement d'elle. Imagine la scène, moi, tentant d'éviter qu'elle ne me perce le visage avec un morceau de métal, et elle criant que j'avais un problème tout en essayant de me transpercer le nez avec cette chose. En un instant, une petite foule s'était formée autour de nous, et bientôt je compris que beaucoup pensaient qu'elle était blessée, et en sang parce que je l'avais frappée.
Il est important de préciser qu'en dépit de tout le chaos, je ne l'ai jamais touché avec violence. J'essayais simplement de lui tenir les mains pour qu'elle ne puisse pas me toucher avec cet objet pointu, car même si tout cela avait commencé comme une plaisanterie, je n'avais aucune idée de comment cela pourrait finir. Mais qui peut comprendre qu'on veuille se percer le visage en plein rendez-vous? Alors que certains spectateurs semblaient inquiets pour elle, d'autres étaient plus agressifs et commencèrent à me questionner. Alors, tu l'as frappé ?» me crièrent-ils à un moment donné. J'essayais de me défendre en leur disant que cela ne les regardait pas, mais dès que ces mots franchirent mes lèvres, je réalisais qu'ils ne faisaient que confirmer leurs soupçons. Ce qui était la dernière chose dont j'avais besoin. La situation empirait, d'autant plus que, au lieu de clarifier les choses et d'expliquer ce qui se passait réellement, elle resta plantée là, semblant savourer le drame. Je la regardai avec incrédulité et lui dis « Sérieusement, c'est comme ça que tu es vraiment ?» Son silence me fit comprendre que oui, elle était vraiment aussi malveillante. En moins de 10 minutes, elle avait transformé un rendez-vous prometteur en un possible lynchage. Ceux qui étaient autour de nous lançaient des insultes et des menaces contre moi. À ce moment-là, j'eus plus peur que jamais. Tout ce que je pus faire, c'était me retourner et partir de là. Je m'enfuis aussi vite que possible, l'estomac noué par la nervosité et à peine capable de croire ce qui venait de se passer. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Cette expérience me marqua profondément et me fit réfléchir au type de personnes que je choisissais de rencontrer via ces applications. Cela m'amène à penser à ce qui a été discuté récemment concernant les rencontres par vidéo, devenues populaires pendant la pandémie. Parfois, je pense que c'est une manière plus efficace de connaître quelqu'un avant de se rencontrer en personne. En y réfléchissant, si j'avais eu un appel vidéo avec cette fille au piercing, j'aurais peut-être eu une idée plus claire de sa personnalité et je ne me serais pas lancé dans un rendez-vous aussi risqué. Les jours passèrent et cette date désastreuse me trottait encore dans la tête. Je me demandais si cette fille avait simplement passé une mauvaise journée ou si elle était toujours comme ça, mais je n'avais aucun moyen de le savoir. Cependant, je compris que son comportement avait au moins servi d'avertissement. J'appris que parfois, les premières impressions peuvent être trompeuses et qu'une conversation amusante et anodine sur les piercings ou autres ne signifie pas toujours que l'on est en sécurité. Cela s'est produit quand j'étais une fille de 16 ans. Un jour, je m'ennuyais et j'ai décidé de télécharger une version de l'application Tinder. Immédiatement, je commençais à l'utiliser et après quelques balayages, le visage d'un garçon apparut, ce qui m'intrigua. C'était que son profil n'affichait pas de nom. Le garçon semblait beau et complètement normal. C'est-à-dire, du moins, il ne ressemblait pas à un rappeur ni ne faisait des poses bizarres. Pour moi, à 16 ans, c'était suffisant pour glisser vers la droite par curiosité. À ma grande surprise, nous avons immédiatement matché et avons commencé à discuter sans tarder. Tout débuta par une conversation banale. « Salut, je m'appelle Dick. Et toi ?»« Je m'appelle Aurora. »« Enchanté, Dick. Le plaisir est pour moi, Aurora. Dis-moi, que fais-tu pour t'amuser ?» À partir de là, nous avons parlé et après quelques échanges, j'ai découvert qu'il fréquentait le même lycée que moi. Peu de temps après, nous avons convenu de nous rencontrer ce week-end. À ce stade, Dick me paraissait être un garçon génial, et j'avais vraiment hâte de le rencontrer. Le samedi arriva et Dick se présenta avec environ 20 minutes de retard, tenant une rose, probablement, pour compenser le fait qu'il mesurait seulement 1,60 m, ce qui avait été habilement caché sur ses photos. Habituellement, j'aime les garçons petits, mais dans ce cas, cela ne me dérangeait pas tant que ça. Je fis une blague à ce sujet. Et nous sommes allés nous asseoir dans un parc au centre-ville pour discuter. Nous avons parlé pendant environ 2 heures de tout et de rien, jusqu'à ce que Dick me demande s'il pouvait être assez audacieux pour m'embrasser. Je me sentis flatté mais refusai. Cependant, il insista, disant que c'était très important, jusqu'à ce que finalement je perde patience et lui demande pourquoi. Il m'expliqua qu'il souffrait de migraines basées sur le manque de rapports sexuels, et que s'il était privé de contact trop longtemps,
Il aurait un mal de tête insupportable qui le laisserait immobilisé pendant 48 heures. Bien que j'étais naïve, je n'étais pas assez stupide pour croire à cette absurdité. Après cela, je voulais simplement rentrer chez moi et mettre fin à ce rendez-vous le plus vite possible. Je lui inventai une excuse en disant que je devais partir pour une raison que je ne me souviens même plus. Je lui donnai un rapide baiser sur la joue et courus au salon de beauté de l'autre côté de la rue où les propriétaires me connaissaient et restai avec eux environ 1 heure, jusqu'à ce que je me sente suffisamment en sécurité pour prendre le bus de retour. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire et je rentrai calmement à la maison. Ma mère et moi n'avons jamais eu une très bonne relation, donc je ne voulais pas vraiment lui parler de ma journée. Lorsqu'elle me demanda comment s'était passé mon après-midi, j'éludai la question en disant que j'avais rencontré un ami pour déjeuner. Après le dîner, je montai dans ma chambre et sortis mon téléphone. À ce moment-là, je faillis vomir tout ce que j'avais mangé. Une notification, Snapchat de Dick. Mon nom d'utilisateur devait apparaître sur mon profil. Tinder, quelle stupidité de ma part. Je l'ouvris avec précaution. C'était une vidéo de 10 secondes de lui, allongé sur son lit à la maison, l'air hébété et confus. La légende disait « Regarde ce que tu me fais ». Je compris qu'il faisait semblant d'avoir une migraine, et s'était filmé pour me l'envoyer. Je bloquai immédiatement son compte et essayai de regarder la télévision, mais sans réussir à me concentrer. Quelques jours plus tard, je reçus une demande d'ami de Dick sur Facebook. Évidemment, je la refusai, mais il la renvoya encore. Cela me troubla un peu, mais en consultant son profil, je vis que nous avions des amis en commun, ce qui me permit d'en apprendre plus sur lui. Autrement dit, comment l'éviter. Les messages commencèrent à affluer. D'abord des choses comme « J'ai vraiment apprécié aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. » Puis cela dégénéra en absurdité comme « C'est comme ça que j'ai besoin que tu inscrives mon nom dans ta vie. » Je ris de son choix de mots et du double sens, mais je l'ai de nouveau bloqué. Quelques jours passèrent et un après-midi, alors que je prenais mon bus pour aller à l'école, un visage familier me sourit depuis l'arrêt de bus. Bien sûr, c'était encore Dick, cette fois accompagné de ses amis. Je ne me doutais de rien, car mon arrêt de bus était en face de l'école, et je connaissais vaguement l'un de ses amis. Alors j'ai souri, parlé et plaisanté jusqu'à l'arrivée de mon bus. Ce devait être le premier d'une longue série de rencontres fortuites avec Dick, que j'ai toutes mises sur le compte du hasard, puisqu'il vivait et étudiait dans le même quartier que moi. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était en allant retrouver une amie, la semaine précédant la grave entorse que je me suis faite au genou en jouant au football. J'avais du mal à marcher de mon arrêt de bus jusqu'au point de rendez-vous, convenu avec mon ami en voiture. Et en tournant au coin de la rue, devinez quoi? Oui, exactement. Dick. Il m'a adressé un grand sourire et m'a fait signe de la main. Il a demandé ce qui était arrivé à ma jambe, et je lui ai dit que c'était une blessure due au football. Il a ensuite demandé où j'allais. Je lui ai dit que je retrouvais une amie. Il a voulu savoir à quelle heure je la rencontrerais et, à ce moment-là, déjà un peu las de son interrogatoire, je lui ai répondu « dans 1 heure », en faisant mine de partir. Mais alors, il m'a dit que sa maison était juste au coin de la rue, et, y posant fermement la main sur le bas de mon dos, il m'a proposé d'attendre chez lui autour d'une tasse de thé jusqu'à ce que mon ami arrive. J'ai tenté de protester, en disant que je préférais attendre dans un café, mais il a insisté et m'a à moitié guidé, à moitié poussé vers sa maison. Une fois à l'intérieur, je lui ai demandé si je pouvais utiliser les toilettes, ce à quoi il a répondu oui, en me montrant où elles étaient. Après m'être enfermé dans la salle de bain, j'ai envoyé un message à mon ami, lui disant qu'un garçon que je connaissais vaguement m'avait proposé d'attendre chez lui, et que ce serait plus simple de venir me chercher là-bas. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, ne voulant pas l'inquiéter ni risquer qu'elle appelle ma mère, ce qui aurait été un sort encore pire que de rester avec Dick. Il a ensuite frappé à la porte, en demandant si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, que j'avais encore besoin de quelques minutes, et il a accepté de m'attendre en bas. Quand je suis sorti des toilettes, je suis descendu, et j'ai trouvé Dick allongé, immobile sur le sol du salon. J'ai paniqué en pensant qu'il lui était arrivé quelque chose.
et je me suis précipité pour prendre son pouls. Mais alors que je me penchais, sa main a jailli pour attraper ma poitrine à travers ma chemise en râlant faiblement. J'ai repoussé sa main d'un coup et tenté de me relever pour lui apporter un verre d'eau. À ce moment-là, mes yeux se sont écarquillés en voyant que son pantalon, que je n'avais pas remarqué jusque-là, était déboutonné et qu'il était, en train de se satisfaire en me regardant fixement. Terrifié, je suis monté en courant à l'étage. Je luttais avec la serrure de la porte de la salle de bain du haut, alors que j'entendais ses pas lents s'approcher. Sa voix m'appela depuis l'autre bout du couloir. « Allez, Aurora, ne sois pas malpolie. Je t'ai dit que c'était une affaire médicale, » dit-il d'une voix plaintive. Presque en suppliant, j'ai ouvert la porte et l'ai claquée derrière moi. J'étais au bord des larmes, autant à cause de la douleur de mon genou que de la situation étrange et perturbante. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon amie, la suppliant d'arriver au plus vite. Elle, inquiète, m'a demandé pourquoi, mais je n'ai cessé de lui répéter de se dépêcher. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le klaxon de sa voiture devant la maison. Dick m'a alors appelé pour me dire que ma voiture était arrivée. J'ai ouvert la porte et descendu les escaliers aussi vite que possible, boitant et courant à la fois. Je ne me suis même pas retourné vers Dick. J'ai juste filé droit dehors. Je suis monté dans la voiture de mon ami et lui ai tout raconté, tremblante de peur. Le plus étrange dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé après. Quelques jours plus tard, je suis retombé sur Dick, et il a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a offert un chewing-gum, puis est monté dans un bus à mon arrêt. C'était comme s'il n'avait aucun souvenir de ce jour-là. Et honnêtement, j'espère qu'il n'en a aucun. Je ne l'ai pas revu depuis un moment, peut-être parce qu'il est parti à l'université. J'espère qu'il y restera et que je n'aurai plus jamais à le croiser de ma vie. J'utilise Tinder depuis environ 10 ans, dont 5 légalement, et franchement, ce n'est pas quelque chose dont je sois fier. J'ai eu beaucoup d'expériences chaotiques, mais une en particulier ressort du lot. C'était pour une fête et je n'avais pas de voiture. J'avais 20 ans et j'étais à l'université. Mon téléphone était presque déchargé à 11%, mais un garçon assez séduisant rencontré sur Tinder m'a proposé de venir me chercher, de passer un moment chez lui, puis de me ramener. Je n'ai pas pu refuser. Alors j'ai accepté. En arrivant chez lui, je me suis rendu compte qu'il avait bu plus que la normale. Je ne suis pas du genre à faire le premier pas. Alors, je pensais qu'il patienterait avant de me proposer de rester dormir. Après quelques heures, ma batterie commença à mourir et mon dernier 1% dura plus longtemps que prévu. Il ne me dit rien quand il se rendit compte que j'étais presque sans batterie. Il se leva simplement et dit qu'il était temps d'aller à la voiture. Je lui ai demandé s'il avait un chargeur. Il a dit non. Une fois dans la voiture, il est devenu plus sérieux et a arrêté de flirter. Je me suis perdu dans la musique et regardais par la fenêtre, sans remarquer qu'il ne m'avait jamais demandé mon adresse. Plus d'1 heure passa et nous nous éloignions de ma ville, même au-delà des canyons du Grand Salt Lake City. Je lui ai demandé où nous allions. Il a répondu qu'il voulait faire une balade en voiture. À ce moment-là, dans mon esprit embrumé par l'alcool, je me suis dit « d'accord, pourquoi pas ». Pour faire court, il m'a emmené sur un chemin de terre, loin de tout, sans panneau ni maison, jusqu'à un cul-de-sac. Il a garé la voiture, éteint les phares et est resté là, assis. C'est là que la peur m'a envahi, alors que je reprenais mes esprits. Je lui ai dit que j'avais trop bu et que je voulais rentrer. Mais il restait silencieux, fixant la forêt. Puis son ton a changé et il m'a demandé si j'aimais le côté obscur, j'insinuant que nous étions compatibles. Je lui ai dit oui, mais seulement en parlant de choses normales, pas extrêmes. Il a commencé à paraître agacé, ses paroles devenant plus brutales. Il parlait de plaisir dans la douleur, disant que plus on frappe quelqu'un, plus il s'habitue, comme si cela les rendait plus forts. À ce moment-là, j'étais tellement nerveuse que je me suis dressée et dit fermement, « Écoute, ça a l'air intéressant, mais pas ce soir. Cet endroit est vraiment inquiétant. » Il soupira et serra ses clés comme un objet précieux. À cet instant, j'ai vu son téléphone dans le porte-gobelet et j'ai eu envie de le saisir. Mais il anticipa, le prit et le plaça derrière sa tête pour me dissuader. Je fis un bruit étrange, un « Ouah !» et il me lança un regard moqueur.
Il resta silencieux, me fixant pendant ce qui sembla une éternité. Puis il dit brusquement, « Allons à l'intérieur. J'ai des amis que tu vas adorer. Après les avoir rencontrés, tu te sentiras beaucoup mieux. » Mais il n'essayait pas d'être rassurant. On sentait qu'il n'avait pas eu une bonne journée. Pour tenter de m'en sortir, j'ai inventé une histoire. Que j'avais prévenu mes colocataires et des amis qui m'attendaient, que j'avais envoyé des captures d'écran de son visage et qu'ils allaient s'inquiéter si je ne répondais pas rapidement. Il comprit l'allusion et poussa un soupir de frustration. Il ralluma la voiture et nous reprîmes la route, les phares éteints tout le long du chemin. L'angoisse me rongeait. Je craignais qu'il ne me harcèle plus tard. J'essayais de m'excuser, prétendant vouloir le revoir un autre jour. Mais ce soir n'était pas le bon moment. Il resta muet tout le chemin du retour. Il ne demanda pas mon adresse, et je n'avais aucune intention de la lui donner. Finalement, il me déposa à un Burger King à environ 40 miles de chez moi. Juste avant que je ne sorte, il se pencha soudainement et me poussa violemment la poitrine. Je faillis tomber. Puis il attrapa mon sac à dos et le jeta par la fenêtre, là où la porte passager était encore ouverte. Mon ordinateur et mon téléphone se brisèrent à l'impact. J'ai dû demander à un inconnu d'utiliser son chargeur pour commander un Uber. À ce stade, j'étais tellement impatiente de rentrer chez moi que je n'y pensais plus. Ce n'est que sous la douche, en rentrant, que j'ai réalisé à quel point tout cela avait été dangereux. J'étais en état de choc, presque en crise d'anxiété. Je me suis assise sous l'eau froide, la tête entre les genoux, et j'ai pleuré. Puis je suis sorti et ai tout raconté à mon colocataire. Il m'a rassuré. Aujourd'hui, j'ai toujours Tinder, mais je l'utilise surtout pour flatter mon ego. Je suis désormais très méfiante vis-à-vis des rencontres par application. En résumé, amis, la morale de cette histoire est « il faut vraiment faire attention dehors ».